Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle vidéo sur votre chaîne YouTube préférée, GG Les Fontenelles. Vidéo à destination du public de première vidéo dans le cadre du point de programme Le Théâtre, l'étude de Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, pièce qui date de 1990. Nous avons déjà analysé deux extraits précédents et voici maintenant le troisième. Nous sommes situés dans la deuxième partie de l'œuvre. Dans cette édition Flammarion, cela se situe aux alentours de la page 120, 121, 122. Voilà, 120, 121, 122. Alors, je rappelle, Jean-Luc Lagarce n'a pas divisé sa pièce en actes, mais Jean-Luc Lagarce emploie un vocabulaire qui renvoie davantage au théâtre de l'Antiquité, puisque d'abord, nous avons découvert qu'il y avait un prologue, puis une première partie, puis l'intermède, puis une deuxième partie, puis l'épilogue. Et ça renvoie davantage au théâtre antique grec, euh, par exemple Échille, Euripide, Sophocle, des auteurs comme ceux-ci, plus que par exemple à Molière qui lui coupe ses pièces en trois actes, par exemple les Fourberies de Scapin, ou cinq actes pour le Misanthrope. Bon, ça c'était pour le découpage. Nous sommes donc à la deuxième partie. Cette deuxième partie ne compte que trois scènes, alors que la première en comptait 11. On a donc une deuxième partie qui est beaucoup plus courte. Dans cette édition Flammarion, elle ne compte que 15 pages. La deuxième partie débute à la page 109 pour se terminer à la page 124, alors que la première partie était beaucoup plus longue, 11 scènes pour une cinquantaine de pages. Et dans cette deuxième partie, le personnage d'Antoine prend beaucoup plus d'épaisseur, et voire même, on peut dire, supplante le personnage de Louis. Je rappelle, vous l'avez déjà vu dans les vidéos précédentes, et bien évidemment vous l'avez compris en lisant la pièce, que Juste la fin du monde est une sorte de huis clos familial avec deux frères, une sœur, la mère et une belle-sœur, donc cinq personnages. Le frère aîné revient après de nombreuses années d'absence. Il voudrait annoncer son décès prochain car il est frappé par une maladie incurable dont on ne connaît pas le nom. Donc il vient pour annoncer cette mort à venir et en fait on est un dimanche et jamais l'annonce ne va parvenir à sortir de sa bouche. Et au contraire, on va avoir toute une litanie de reproches plus ou moins voilés, et concernant Antoine, pas du tout voilé, ce qui va empêcher Louis de s'exprimer et de dire ce pourquoi il avait décidé de venir. Je rappelle, vous l'avez repéré en lisant, et je vous l'ai déjà dit, Juste la fin du monde, c'est une pièce aussi sur le thème du langage, du dicible et de l'indicible, avec des personnages qui en permanence cherchent le mot juste, se reprennent, se corrigent leur temps, corrigent leurs accords, cherchent le mot adéquat. On a ce qu'on appelle le phénomène d'épanorthose. Et voilà, on a des personnages qui sont presque en insécurité langagière, parce que ils veulent s'exprimer, ils veulent communiquer, mais ils ont peur très vite de rompre la communication. Nous sommes donc à la deuxième partie, et Antoine prend de plus en plus de place dans le dialogue, prend de plus en plus d'épaisseur. Donc à la scène 1, c'est Louis qui s'exprime, et cette scène 1 est relativement brève, elle dure 42 lignes, et c'est un monologue de Louis. Ensuite, la scène 2, arrive Antoine, et nous avons également Suzanne, Louis, la mère. Donc en fait, le noyau familial est là, c'est-à-dire que les trois enfants sont là, Louis,
Antoine, Suzanne et la mère, et la tension continue de monter à tel point qu'à un moment, vous avez cette phrase qui est ici au surligneur, où vous avez Antoine qui dit à son frère « Tu me touches, je te tue ». Donc là, on est vraiment au paroxysme de la crise familiale. Je rappelle que le point de programme, le parcours associé avec cette œuvre s'appelle crise personnelle, crise familiale. Donc là, à cette page 114 avec le « tu me touches, je te tue », on est véritablement à l'apogée, à ce qu'on appellerait l'acmé de ce conflit, puisqu'il est véritablement fait désormais mention de menaces de mort. Et notre extrait, lui, se situe à la scène 3. Alors, ce qui est notable dans cette scène 3, c'est que, en fait, Louis va disparaître. Louis va s'effacer. Louis ne parlera pas, sauf à la toute fin de cette scène. Alors, cette scène est longue. C'est une scène qui fait 225 lignes, 227 lignes, et Louis ne va prendre la parole qu'à la 222e pour dire oui, et ensuite il dira je ne les ai pas entendus. Et donc sur ces 225 lignes, arrondissons de cette scène 3, Antoine va prendre la parole à la ligne 5, il va la lâcher à la ligne 225. Il va parler donc pendant 220 lignes. Alors, c'est pas à proprement parler un monologue, puisque il n'est pas seul sur scène, mais bon, c'est quand même très très proche, parce qu'il monopolise tellement la parole, les autres ne parviennent pas à l'interrompre. C'est un flot, un flux de propos, de paroles et de reproches, et ni plus ni moins, j'ai envie de dire que dans cette scène, Antoine vide son sac, Antoine règle ses comptes, il a véritablement pris le dessus. Le frère aîné, à savoir Louis, qui était venu pour parler, ne fait plus que écouter. Et Antoine, qui finalement n'avait rien demandé à personne, il le dit avant, il n'a pas demandé à Louis de venir, ils n'ont pas de nouvelles, ils s'en donnent très très peu, Louis se contente d'écrire des cartes postales elliptiques. Bref, Antoine ne comprend pas trop bien ce que son grand frère est venu faire, ce que son grand frère est venu faire en ce dimanche. Et donc, Antoine va véritablement vider tout ce qu'il a sur le cœur. C'est, dans le théâtre antique, métaphoriquement, une sorte de catharsis, c'est-à-dire que c'est la purge des passions. Alors là, ce n'est pas la catharsis du spectateur, c'est la catharsis du personnage. C'est véritablement le personnage qui balance tout ce qu'il a retenu depuis des années, tout ce qu'il n'a pas dit, et ça lui fait du bien, et véritablement, il se purge. C'est-à-dire qu'il était arrivé dans une impasse, après avoir menacé de mort son frère, qu'est-ce qu'il reste à faire? Voilà, soit on quitte les lieux, on tourne les talons, on prend ses clics et ses claques, on s'en va, soit on tue véritablement son frère, soit on continue de s'expliquer en jouant franc jeu, en faisant tapis, en disant absolument tout, et c'est ce que fait Antoine ici. Alors, notre passage, tel que je l'ai découpé, il commence à la page 121, ligne 136, avec le « Et nous nous sommes fait du mal à notre tour ». Donc, page, dans l'édition Flammarion, page 121, tout en bas, ligne 136. « Et nous nous sommes fait du mal à notre tour. Chacun n'avait rien à se reprocher, et ce ne pouvait être que les autres qui te nuisaient et nous rendaient responsables tous ensemble, moi, eux. Et peu à peu, c'était de ma faute, ce ne pouvait être que de ma faute.
On devait m'aimer trop puisqu'on ne t'aimait pas assez, et on voulut me reprendre alors ce qu'on ne me donnait pas, et on ne me donna plus rien, et j'étais là, couvert de bonté sans intérêt, à ne jamais devoir me plaindre, à sourire, à jouer, à être satisfait, comblé, tiens, le mot comblé, alors que toi, toujours, inexplicablement, tu suais le malheur, dont rien ni personne, malgré tous ses efforts, n'aurait su te distraire et te sauver. Et je vais m'arrêter ici parce que ce passage est déjà suffisamment dense. Alors ce qui est très intéressant d'emblée, c'est d'étudier les pronoms personnels. Il faut faire un petit détour par la grammaire. Au niveau des temps, c'est habituel dans cette pièce, le personnage s'exprime au présent, même s'il relate un fait passé, il s'exprime au présent, et aussi, bon, évidemment à l'imparfait. Bon, il va dire « nous nous sommes fait du mal à notre tour », on devait m'aimer trop, j'étais là, tu suais le malheur. Bon, c'est l'imparfait. En fait, il parle de leur enfance, et quand il emploie le présent, finalement, c'est une sorte de présent de narration. Au niveau des temps, il n'y a rien de complexe. Au niveau des pronoms personnels, ce qui est intéressant à cette ligne 136, c'est la triple présence du nous. Et nous nous sommes fait du mal à notre tour. Donc, rien que dans cette ligne, on a 4 marques de la première personne du pluriel. Nous nous sommes fait du mal à notre tour. Et ensuite, il va y avoir évidemment, ce qui est remarquable dans ce passage, c'est l'opposition entre le je, donc moi Antoine, et le tu, toi Louis. Et véritablement, on voit une rupture, un hiatus entre les deux frères. Voilà, la rupture est consommée. Nous nous sommes fait du mal à notre tour, chacun n'avait rien à se reprocher, et ce ne pouvait être que les autres qui te nuisaient et nous rendaient responsables tous ensemble. Bien, donc là, c'est l'explication psychologique, c'est-à-dire que Antoine tente d'expliquer son ressentiment, tente d'expliquer ce qu'il pense de leur relation, mais en remontant très très loin dans leur enfance. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il exprime l'idée que l'opposition qui existe entre lui et son frère ne vient pas forcément d'eux-mêmes, de eux deux, les deux frères, mais vient des personnes extérieures. D'accord ? Quand il dit « chacun n'avait rien à se reprocher », il exprime l'idée que Antoine, comme Louis, n'avait rien à reprocher à l'autre. En gros, ils s'entendaient plutôt pas mal entre frères. Et ce ne pouvait être que les autres qui te nuisaient et nous rendaient responsables tous ensemble. Alors, qui sont les autres ? En premier lieu, les parents, le père, la mère. Donc, en fait, ce que nous dit Antoine, c'est que la tension entre lui et son frère ne vient pas de lui-même ou de son frère. Elle a été instillée par les personnes extérieures. En gros, les parents, les proches ont systématiquement opposé les deux frères. Vous savez, un petit peu, c'est un défaut parfois, mea culpa qu'on peut avoir, par exemple les enseignants, quand on a un élève et qu'on lui parle systématiquement de son grand frère ou de sa grande sœur, en disant « Ah oui, dis donc, il y a 4 ans, j'ai eu ton grand frère ou ta grande sœur, c'était autre chose. » Bon, là vraiment, on est dans la maladresse. On n'aime généralement pas être en permanence comparé comme ça avec l'aîné ou l'autre parce que voilà, c'est dévalorisant et ainsi de suite. Donc, ce que Antoine dit, il dit, en gros, moi j'avais rien à te reprocher, c'est les autres qui nous ont montés l'un contre l'autre. Voilà, on a l'emploi du verbe nuire, les autres qui te nuisaient et nous rendaient responsables tous ensemble. Donc en gros, ce que dit Antoine, c'est si nous avons commencé à nous détester, toi et moi, c'est parce que les autres nous ont montés l'un contre l'autre en aussi me rendant responsable de cela. Et il le dit avec « et peu à peu, c'était de ma faute,
ce ne pouvait être que de ma faute. Et on se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.